qu'on rentre même dans le vif du sujet, des vidéos même. Parce qu'en fait, Ouais. moi je me suis dit, tiens, puisqu'en plus c'est la facette qui te Ouais, parle et dans laquelle... Et quand on regarde les vidéos, quelque part, je parlais des tu es le youtubeur des youtubeurs. Parce que, ok, être youtubeur, c'est faire des vidéos sur YouTube, on va Ouais. venir à la fois. Mais je crois que tu le résumes bien au travers... Ah, tiens, on va le voir popper dans un instant. Mais juste avant de parler de cette vidéo, je crois que c'est ta vidéo là où il y a le plus de vues. Celle-ci ? Ouais, c'est pas celle-ci? Si, c'est possible que ça soit celle-ci maintenant. Parce que du coup, j'ai essayé de regarder. Ouais, Ah ouais, il y a ouais. de l'évolution, toi tu suis un peu. Bah, Non, justement, je sais suis si pas tu trop, les stats. c'est pour ça que. Mais moi, j'ai justement, en fait, En tout cas, dernièrement, c'est une de celles qui a fait le plus de vues, ouais, possible. pourquoi en fait même ces questions-là? Parce que je me suis dit, tiens, en fait, pour bien capter qui est mon invité, avant, du coup, évidemment, j'ai regardé un peu rapidement certaines vidéos et d'autres. Alors, il y en a évidemment que j'ai évidemment regardé longtemps et pas mal, parce que tu as énormément de vidéos qui sont magnifiques d'ailleurs, toutes, franchement. C'est très Je gentil. te dis, je trouve qu'il y a à la fois du fond, ce que je disais tout à l'heure, avec en tout cas, c'est argumenté. À partir du moment où il y a un argumentaire qui est aussi pertinent et qui mélange différents mondes, moi ça me parle. Parce que justement, il y a cette histoire de pont, donc c'est ça que je trouve intéressant. Elle fait presque 400. Elle fait 400 000 vues. 400, ouais. Elle Voilà. doit être en tout cas, elle est dans le top 5, quoi. Voilà, elle est dans ben justement, j'ai essayé de regarder le top 5. Il y a cette première vidéo, c'est Kev Adams. Ouais. Deuxième vidéo, c'est Malcolm. Moi, ça Ok. me parle Ouais, bah énormément. ouais. Bah, je ça crois. revient bientôt, Voilà. Ouais, qui revient, le reboot, on l'attend avec impatience. Bon, sans le Dewey. C'est dommage. Non, bah avec Dewey, mais Ah pas oui, avec le. Dewey, mais pas sans avec le l'acteur de même. Dewey. À ce qui paraît, on m'a dit que Mm. j'ai pas trop suivi le dos non plus, mais on m'a dit que le nouvel acteur qui jouait Dewey, Il lui ressemble de fou. Hein. il ressemble plus Ouais, de il Dewey lui aujourd'hui que ressemble, Dewey c'est vrai. aujourd'hui. Donc c'est ça qui est drôle. Moi, j'ai qu'une seule chose à répondre à ça. Hein. Poupi, 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 pou. Voilà, c'est Ah le ouais. moment clé pour moi de Malcolm. Bon, il y en a plein d'autres. C'est Bien une sûr. série juste folle. Et d'ailleurs, on peut en dire quelques mots parce que Malcolm, dans ta vidéo, c'est super intéressant. Tu fais une analyse de qu'est-ce que ça représente Malcolm en termes de disruption par rapport au sitcom habituel. Oui, bien sûr. Et c'est toute la problématique qu'ils vont avoir pour moi avec le reboot. C'est qu'en fait, c'est une série qui est extrêmement ancrée dans son époque. Friends l'est aussi, par exemple, si on compare. Mais beaucoup moins parce que là, c'est une série qui est ancrée au début des années 2000, qui est justement dans la post-sitcom Friends où tout va bien, tout est beau. C'est une famille plutôt pauvre, etc., de classe moyenne, inférieure, et qui traite toutes ces problématiques autour de la crise des années 2008, subprime, etc., enfin juste avant. Là, qu'est-ce qu'ils vont nous dire en 2026 ? Ça va pas pouvoir avoir le même ton. Ça peut encore parler de la crise, parce qu'on est encore dans des situations de crise économique, mais ça va être intéressant, je trouve, de voir comment ils vont gérer ça. J'ai très hâte de voir. Et ce que je trouvais aussi intéressant dans ton analyse, ne serait-ce que de l'arrivée de Malcolm par rapport à cette sitcom que tu as citée, c'est aussi, même au-delà du fond, dans les codes de réalisation. Ouais. Première sitcom, tu disais, où il n'y a pas de rire. Alors, c'est pas la première, mais en tout cas, c'est parmi les grandes sitcoms Parmi les premières. qu'on cite, oui. Et c'est ça aussi qui est super intéressant. Et moi, ce que j'ai adoré en termes de... Parce qu'évidemment, ça nous parle aujourd'hui, ça ne peut que nous parler. Aujourd'hui, on a cette accélération. Visiblement, on a peut-être... C'est la télé, faut non ? que j'appuie sur la télé, 2 secondes. Ne bougez pas, les amis. En fait, c'est plutôt moi qui vais bouger, mais vous inquiétez pas, il va se passer un move assez drôle là. On est en plein stream. Et je vais cliquer sur mon écran retour. Waouh. Incroyable. C'est pas beau, ça. Ça, c'est du move qu'on aime sur Twitch. Tu l'as ? Je l'ai, Non, bien c'est sûr. bon. Je Tout l'ai. est réglé. Magnifique. Il y a Rologan qui nous dit Adam doit avoir des insights de fou sur YouTube. C'est le cas? Ça dépend ce qu'on appelle des insights de fou sur YouTube. Alors, précise-nous, par Rologan. rapport à mon truc de com de crise. Peut-être. Oui, je pense que c'est par rapport à ça. Oui, j'ai des infos. Magnifique. Tu veux nous en donner une? Non, parce que tu peux dire juridiquement. Non, Un truc qui est sympa. non. Non, voilà, gratuitement, il va pas nous dire. Et précisez votre question, Rologan, comme ça, on aura, Je on aura une peux question donner précise. un Ouais, insight, c'est exemple, que ouais. pour moi, au-delà d'un exemple, c'est que de manière générale, les créateurs sont sous-accompagnés sur cette question parce qu'ils sont persuadés d'être bons en communication. Et ce qui est pour moi une des grandes erreurs des créateurs de contenu de manière générale, c'est qu'ils sont persuadés d'être bons en communication parce qu'ils ont une communauté et parce que par la force des choses, par leurs vidéos, ils communiquent. Sauf que la com de crise, ça n'a rien à voir. Quand tu es dans une polémique, c'est pas la même chose que de devoir sortir une vidéo avec un sponsor, quoi. Donc ça, c'est un truc que j'ai vraiment remarqué en commençant à accompagner des créateurs de contenu, c'est que j'en ai eu beaucoup qui m'ont dit non, j'ai pas besoin, je sais, et qui 2 mois après m'ont rappelé en mode j'aurais peut-être besoin d'un coup de main, quoi. Ouais, mais c'est bien, c'est qu'ils aient au moins ce temps-là de Bien sûr. réalisation à un moment donné. Bien Et sûr. c'est super intéressant, t'as raison. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la communication, c'est quelque chose qui est dans tous les métiers, quelque part. Ouais, bah oui. Aujourd'hui, c'est quelque chose de transverse. Effectivement, quand son cœur de métier, c'est faire une forme de communication, on se doute pas qu'il y a plein de sous-catégories de la communication et que on a... Et moi, je pars d'un principe à titre personnel, je me dis, j'ai l'impression que
parfois même dans son propre domaine, c'est le fameux cordonnier sont les moins bien chaussés. Parfois, c'est bien d'avoir un coach. On a tous besoin d'un coach en fait. Ouais. J'ai l'impression, je pense. D'avoir même un recul extérieur. J'accompagne des créateurs de contenu qui sont parfois dans des polémiques où eux, ils vont se sentir touchés personnellement. Parce qu'en plus, on le sait, le créateur de contenu confond un peu son personnage public avec lui-même. Et donc, quand il est attaqué, souvent, les créateurs, ils se sentent attaqués eux-mêmes. Si demain, j'ai une polémique, je vais me sentir, moi, en tant qu'être, en tant qu'individu attaqué. Ouais. Et du coup, ils ont souvent du mal à mettre de la distance par rapport à ce qui se passe. Alors que moi, par la force des choses, je suis forcément beaucoup plus distancé. Et je vais pouvoir être capable de leur dire, non, mais là, bon, c'est une tempête dans un verre d'eau. Ou à l'inverse, ah bah non, là, il va falloir réagir. Comment il faut réagir? Et ne pas être trop dans l'émotion et dans l'instantané, quoi. Non, mais complètement. Et super intéressant. D'ailleurs, est-ce que ce domaine-là en particulier, d'ailleurs, parce qu'à partir du moment où on a une dimension publique, c'est vrai que le rapport à l'autre, du coup, est quelque chose qu'il faut considérer. Là où parfois il y a des coachs de vie interne, où en fait, parfois on a peut-être besoin de quelqu'un aussi externe, mais sur d'autres dimensions. Là, en particulier, le rapport à l'autre et d'avoir la vision de quelqu'un sur ce qu'on est par rapport aux autres, elle est particulièrement importante. Pour moi, c'est essentiel. Ouais. Bah oui, parce qu'en plus, j'ai accompagné des créateurs qui parfois voient pas le problème dans ce qu'ils disent ou dans ce qu'ils pourraient dire. Et donc, ils me font relire un truc et je fais, bah là, regarde, toi, tu le dis comme ça, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais moi, je le vois très bien. Tu vas t'adresser à peut-être 2 millions de personnes. Sur les 2 millions, il y a possiblement 500 000 qui vont le prendre d'une autre manière. Et si les 500 000, elles le prennent d'une autre manière, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quelle que soit ton intention, c'est ça l'effet que ton message va produire. Et donc, c'est là où il faut être capable d'arbitrer, c'est là où avoir un peu de distance, ça peut aider à déceler ces trucs-là, où quand tu es à fond dedans, tu ne t'en rends pas compte. Je te rejoins sur la distance, et je rajouterai à la distance par la bonne personne. Parce que parfois, des fois, c'est le fameux... des gens qui te conseillent, qui sont dans ton entourage déjà, en fait, ils ont un prisme qui est un peu biaisé par rapport à... Ouais, mais ils sont moins distants déjà, s'ils sont dans ton entourage. Parce que là, moi, j'accompagne des créateurs de contenu, je ne suis pas ami avec eux, quoi. Ouais. Je veux dire, je m'entends bien avec eux, je les aime bien et tout, mais je ne suis pas ami au quotidien avec eux. Si j'ai besoin de leur dire ça va pas, je peux leur dire ça va pas. Ton pote, il va peut-être pas te dire ça va pas au moment où il faut le dire. Non seulement ça, mais même je pensais à des gens qui n'ont pas forcément la même vue ou les mêmes objectifs personnels ou différents, donc qui voient le truc. C'est-à-dire que toi, tu es capable de faire des choses, par exemple, et que la personne elle n'est pas capable, même si c'est ton proche, parfois tu es plus proche dans ce que tu fais de quelqu'un que tu connais pas du tout que de ta famille proche qui certes te connaît, mais qui du coup va créer une... peut-être d'ailleurs une théorie sociale là-dessus, je sais pas, mais en tout cas un rapprochement tellement fort sur la dimension émotionnelle qu'elle va, alors qu'elle est éloignée dans l'expertise que tu développes. Sûr. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être conseillé entre guillemets par ceux qui font des choses aussi auxquelles j'imagine qu'un youtubeur il va être plus enclin à prendre le conseil d'un autre youtubeur qui a peut-être plus de vues que lui techniquement que de par sa grand-mère. Bien sûr. Après, j'ai conseillé que des créateurs de contenu qui avaient plus de vues que moi, quoi. Ouais, mais parce que souvent c'est eux qui ont ces problématiques. Voilà, mais en tout cas, justement, ça me permet de retomber sur les pattes sur ce qu'on. Oui, sur les tops. Sur des tops et justement les vues, etc. Donc effectivement. En termes de catégorisation des youtubeurs, effectivement, on était sur Malcolm et là je crois que, je sais plus, j'ai dû me noter ça. Malcolm, je crois qu'on doit être à 380 vues quand on a fait les screens récemment. 380, j'ai dit combien? 380. J'ai oublié le cas. 380 000 qui sont importants. C'est déjà bien, 380. Bah oui, moi je suis à 2. Donc je suis content, moi, avec 2 déjà. Donc, mais 380, j'étais à 380 pendant très longtemps. Donc, voilà. Bon, bah écoute, et en tout cas, voilà, on était sur la série et je disais que même en termes lorsque c'est arrivé, au moment où il y a eu des changements de code, etc., et que justement, c'était ça le point, c'était de dire, aujourd'hui, on se rend compte que notre attention, elle est vraiment la clé. Je crois que de plus en plus, les gens s'en rendent compte. L'économie d'attention et mettre du rythme. Et elle, en fait, dans les sitcoms, les rires, ça se permettait de mettre du rythme, c'est ce que tu dis dans ta vidéo. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'elle fait partie de ces séries novatrices qui ont dû trouver des solutions pour mettre du rythme sans les applauses. Je trouvais ça vraiment, c'est un des points que je trouvais très fort dans ce que tu disais, parce que du coup, effectivement, ce qui fait sa force, Malcolm, au-delà de l'attachement et de la vision plus pessimiste, en tout cas middle class, justement, qui est développée par rapport à un truc très good vibes des autres séries sitcoms, on a en plus cette dimension d'hyper rythme et de musique. Moi j'ai des souvenirs de musique de Malcolm. Ça, c'est la musique de Malcolm. Et voilà, avec effectivement la porte qui claque aussi. D'ailleurs,
moi, je m'attendais, quand j'ai vu la vidéo, alors avec du recul, parce que tu l'as fait un petit moment de truc, je me suis dit, j'ai adoré ce gimmick de la porte qui claque. Je me suis dit, il faut qu'il finisse avec la porte qui claque. Non, t'as fini en mode classique, tiou, Ouais. fin de télé. C'est Il vrai. y a eu ce questionnement à un moment donné de te C'est dire, vrai, c'est ça vrai. avait Non, une porte qui non, claque ou c'est pas arrivé? c'est vrai que je l'aborde dans la vidéo en plus de la. Oui, la bah porte non, qui tu l'abordes claque. complètement. Donc C'est c'est pour ça. ça. Donc moi, à partir du moment où t'as le truc, et moi j'étais rentré dans ton mood, je me suis dit, ah ouais, là c'est une œuvre d'art que je suis en train de regarder, j'adore parce que ton analyse des trucs. Je me dis, là, il faut la porte qui claque. Tu sais, Ah ce non, truc-là, mais moi, quand tu vois le truc et que ça arrive et que tu te dis, ouais, machin, du coup, j'ai cette petite frustration de dire, il n'y a pas eu la porte qui claque. Bah non, parce que j'ai mon propre gimmick à construire. Mais bien C'était sûr, à important. l'époque, c'était la télé qui s'éteignait, donc Ouais. j'allais pas remplacer mon gimmick par celui de Malcolm, au contraire. Cette musique, évidemment, musique du générique, j'espère qu'on Ah bah ça ouais. reste un droit de citation évidemment sur le, sur le générique. J'ai vu que récemment tu parlais directement face caméra à LP. Oui, bah ouais. C'est la technique. Ah bah je me suis dit à On parle LP. au producteur directement pour. Puis pour bon, leur à dire. LP, on les connaît. Je savais qu'ils allaient finir par regarder ma vidéo, donc Voilà, ouais. je me suis dit C'est un moyen de faire un petit coucou. et de mettre un petit coup de pression aussi à dire. Me retirez pas la vidéo parce que j'ai déjà dit à tout le monde que je savais que vous alliez potentiellement la retirer. Ça a marché, elle Ouais, c'est est encore intéressant. là. Profitez-en C'est tant pour qu'elle est l'instant. dispo. Allez voir la vidéo, la dernière vidéo d'Adam sur. Du coup, c'est quoi le titre exact? C'est, Pourquoi Koh-Lanta est pris au piège? Après, maintenant, il y a 3 titres, tu sais, sur YouTube. Ouais, on choisit le. ouais. C'est Mais en gros, automatique. celle qui ressort le plus, c'est pourquoi Koh-Lanta est pris au piège. Alors pourquoi? Ah, Si je vous vous laisse avez si vous découvrir. voulez avoir cette question, je n'ai qu'une seule réponse. Ce sera celle-ci, mais regardez évidemment la vidéo. Pourquoi Koh-Lanta est pris au piège? On le voit là sur. Exactement. Merci Thibaut pour la magnifique réal. Donc oui, je remonte le fil. Le top des vidéos les plus vues. Oui, exactement. Et donc après Malcolm. Ouais. Et bien en fait là on arrive sur une trilogie Ok. Ah oui. justement de toi qui analyse YouTube. C'est mes vidéos qui marchent le mieux en moyenne. Et ben voilà, donc c'est intéressant. Et c'est pour ça parce qu'au tout début, en fait, c'est pas que YouTube. Ta première vidéo Kev Adams, c'est pas un YouTuber Kev Adams de Non, base. non, mais bon, c'est une personnalité publique médiatique qui aujourd'hui a une chaîne YouTube d'ailleurs. Voilà, et tu justement t'expliques son rapport à cette chaîne YouTube. Il en a eu une ancienne Ouais. avant, puis la nouvelle. Donc c'est super intéressant ce que tu analyses. Et de la même manière, là, en fait, on se rend compte que tes vidéos. Après, d'ailleurs, c'est des vidéos là, en général, tes vidéos durent combien? 20 minutes? Ouais, c'est ça. Et là, on est sur un triptyque de 3 minutes et qui se suit. Et c'est ça où tu as le plus de vues. Ton triptyque, je sais pas si tu as fait gaffe. Enfin, je Ah, c'est crois un que c'est ça, si triptyque, j'ai c'est un bien. triptyque, c'est un documentaire en 3 parties. Exactement, donc du coup sur 3 heures. Ouais. Et je sais pas si tu as fait gaffe, quand je disais que tu as fait gaffe, dans le sens que c'était aujourd'hui celle qui remontait le plus en termes de vues, si tu les avais en tête. Ouais, si, je le vois. Et puis même de manière générale, quand je parle de créateurs de contenu sur ma chaîne YouTube, c'est souvent les sujets qui intéressent le plus parce que je pense qu'on n'est pas beaucoup à le faire sous cet angle-là et parce qu'il y a un côté un peu les gens ils veulent le sang, quoi. Non, Oui, mais c'est comme mais ouais. TPMP, techniquement ça a marché parce que c'était des gens de la télé qui parlaient de la télé Ouais. et qu'il n'y avait pas de... Enfin, il y en a eu avant, tu le sais bien mieux que moi, mais des émissions méta où la télé parlait d'elle-même et en fait les gens aujourd'hui passent tellement de temps sur YouTube et avec en gros des créateurs de contenu, même pas que sur YouTube, qu'ils sont intéressés pour avoir du contenu sur le sujet, tout comme les gens qui regardent des critiques de films de cinéma. Et parce qu'en fait tu regardes tellement de films qu'à un moment tu as envie d'entendre parler de ces films au-delà, et c'est pareil pour les créateurs de contenu. Et toi, du coup, tu vas sur ces questions-là parce que elles te parlent et on va voir les ensembles des vidéos dans un instant. Enfin, Non, moi c'est que pour le buzz. Voilà, c'est Ça, ça que j'ai que pour les vues. Ouais, donc c'est Non, aussi que ça. pour les vues. Donc c'est aussi, c'est pas à la base ton trigger max, tu t'es dit tiens, en fait c'est quelque chose, t'as vu que ça, il y avait Non, du non, response pas du sur tout, au YouTube. contraire, Non, c'est parce ouais. que j'adore depuis le début. Ok. Ça Non, mais fait... ça pourrait en vrai, parce que t'as une manière très aujourd'hui, vivre de YouTube, c'est pas simple, je crois que c'est pas ton objectif, on y reviendra, Non. mais en tout cas, on pourrait se poser aussi cette question-là, de se dire comment j'équilibre. De toute façon, dans tous les métiers, il y a ce truc-là, même en télévision. Bien sûr. Il y a une part de choses où on sait que ça va plaire au public, même si c'est pas ce qu'on adore. Et donc toi, est-ce que c'est là où tu prends aussi le plus de plaisir parmi les catégories de vidéos? Ouais, carrément, notamment ce triptyque de documentaires. En gros, je suis parti d'un constat qui est qu'on a vécu une révolution médiatique. Je pense pour moi c'est indéniable. Aujourd'hui, les créateurs de contenu, c'est une révolution médiatique quasiment au même titre que l'arrivée de la télévision. Et il n'y avait aucun documentaire en France qui le documentait justement correctement. Il y a eu des documentaires télé, mais qui étaient souvent soit sous un angle très précis, soit qui étaient un peu trop télé, donc bon, qui ne rentraient pas dans le détail, etc. Et je me suis dit, est-ce que le meilleur moyen, c'est pas de le faire soi-même? Et donc, je suis parti dans cette quête. Et donc, j'ai fait 3 parties, effectivement, 2010-2014, 2014-2018. On va aller voir s'afficher, parce qu'on doit avoir les thumbnails. Donc 2010-2014, c'est ouais, la première. ça, c'est la première. Qui s'appelle la vérité derrière l'arrivée des youtubeurs 2014. Donc là, c'est intéressant. En fait, à chaque fois, c'est des youtubeurs. Donc, tu as repris ce gimmick-là dans les titres. Ouais. Et au début, c'était l'arrivée, la vérité de l'arrivée. Donc, exactement. Le côté vérité, déjà dans le titre, on va voir la vérité, c'est-à-dire qu'on nous mentait depuis le début. Donc, c'est intéressant.
Et c'est ça, et en fait la difficulté pour les titres, ouais, ça c'était le deuxième, donc Le lui deuxième, lui s'appelle... s'appelle La vérité derrière le succès des exactement. youtubeurs. Et enfin la troisième, donc à chaque fois effectivement elles sont chronologiques, donc 2014-2018. Et après, La vérité derrière la crise. Et là encore, on a, voilà, en termes de dans le titre, c'est intéressant de voir les mots-clés qui peuvent donner à voir. Évidemment, cette compétence de choisir les bons titres. La vérité derrière la crise des youtubeurs 2019-2024. Pardon. Et non, ça c'était... Et en gros, la difficulté que j'ai eue sur Striptease documentaire, c'est comment réussir à vendre un documentaire en 3 parties sans dire qu'il est en 3 parties. Parce qu'en fait, si jamais je sors le premier épisode entre guillemets de mon documentaire et que j'appelle ça partie 1, les gens ils vont pas regarder. Ou alors ils vont se dire je vais attendre que tout soit sorti. À l'inverse, si jamais au moment de la sortie de la partie 3, les gens qui n'auront pas vu la partie 1 et la partie 2, ils se diront non, je l'ai pas vu. Et donc j'ai trouvé cette espèce d'astuce qui permet que en fait tu peux regarder la partie 2 exactement sans avoir vu les 2 autres. Mais si tu regardes les 3 à la suite, il y a une continuité quoi. Et ça marche de fou parce que moi je suis tombé sur la première parce que forcément celle qui est le plus référencée c'est la dernière, donc je pense qu'il y a plus de gens qui rentrent via la dernière qui parle aussi peut-être puisqu'elle est plus contemporaine sur la crise des youtubeurs, la vérité derrière la crise, donc voilà effectivement. Et c'est intéressant, est-ce que tu reprends, vu que c'est un autre format puisqu'il est plus long sur 1 heure là où tu as des formats de 20 minutes, est-ce que tu reprends les mêmes gimmicks de tes formats courts, formats longs, ou tu changes un peu des éléments de DA, ou là ça se ressemble vraiment Non, j'ai changé des éléments de format, notamment c'est en 16/9 alors que la plupart sont en 4/3. Il y a des interviews avec des créateurs de contenu dans ces formats longs, alors que d'habitude je fais pas trop d'interviews au sein de mes vidéos. Donc voilà, après sinon sur le fond et l'analyse, ça reste quand même sensible, et l'écriture ça reste sensiblement similaire. Écoute, c'est magnifique. On a fait le tour pour cette début d'intro, comme ça vous savez exactement qui c'est Adam Bross, si jamais vous ne le connaissiez pas avant. Bien sûr.